Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les principaux titres de ce matin. Les enjeux du dialogue national exposé aux Tchadiens dans le cadre d'une campagne de sensibilisation lancée le 7 juillet. Le dialogue national annoncé comme devant être inclusif doit démarrer le 20 août prochain. L'opposition tunisienne vont debout contre le projet de nouvelle constitution voulu par le président Kais Saied, accusé d'être en train de construire un régime autoritaire. AFEC Tounes figure parmi les partis qui appellent à voter non lors du référendum constitutionnel du 25 juillet. 20e congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique qui se tient à Dakar. La question du déficit énergétique en Afrique est au cœur des discussions qui vont se poursuivre jusqu'au 21 juillet dans la capitale sénégalaise. Mais tout d'abord, le bilan lourd du conflit qui secoue l'état du Nil bleu au Soudan, état frontalier de l'Éthiopie. En à peine quelques jours, le conflit a fait 60 morts et 163 blessés d'après le ministère de la Santé. À la suite donc des affrontements tribaux, la majorité des victimes seraient des jeunes qui ont été abattus ou alors poignardés. Face à l'ampleur de la crise, l'armée soudanaise a été déployée samedi avec des véhicules blindés positionnés sur les principales artères de l'État. Elle fut un pilier de l'ANC en Afrique du Sud. Jessie Duarte est décédée dimanche des suites d'un cancer. Elle avait 68 ans. Jessie Duarte, ancienne assistante personnelle de l'ancien président Nelson Mandela. Et comme lui, Jessie Duarte a connu la détention et les interrogatoires sous le régime de l'apartheid contre lequel elle a combattu. Elle a ensuite fait partie des personnalités de premier plan dans le suivi des négociations qui ont permis la fin du régime ségrégationniste. L'ANC parle d'une grande perte. Jessie Duarte militait également pour l'égalité des sexes. Elle luttait aussi aux côtés des personnes défavorisées. Et alors que les discussions dans le cadre du pré-dialogue se poursuivent difficilement à Doha au Qatar entre la délégation gouvernementale tchadienne et les groupes militaires, des pourparlers censés aboutir à un dialogue national inclusif sur la question de la mise en place au Tchad de nouvelles institutions. Eh bien, à quelques semaines de l'ouverture de ce dialogue, le 20 août, une campagne de sensibilisation aux enjeux de cette rencontre a été lancée, cette fois à l'attention du grand public. Reportage entre correspondants Mahamat Ramadan. Au Tchad, le gouvernement et ses partenaires ont lancé le samedi 16 juin 2022 une vaste campagne d'appropriation des objectifs du dialogue national inclusif. Cette mobilisation citoyenne a pour but d'informer et de sensibiliser les Tchadiens sur les différentes thématiques qui feront l'objet des discussions aux assises du dialogue prévues à partir du 20 août 2022. Les autorités misent sur les activités culturelles pour susciter la participation de toutes les couches de la population au processus du dialogue. Le dialogue national concerne tous les Tchadiens et toutes les Tchadiennes. Et les organisations de la société civile et les artistes sont en fait les moteurs de ce dialogue, à part le politique. Et nous pensons que pour les comités d'organisation, à travers les comités techniques, il a été décidé de faire en sorte que tous les Tchadiens puissent participer à ce dialogue. Et le lancement de cette campagne s'inscrit dans ces cadres-là. La mobilisation citoyenne pour l'appropriation du dialogue national inclusif est saluée par les organisations de la société civile et les acteurs de la culture qui voient en cette initiative un moyen de contribuer à apaiser les tensions en cette période de pré-dialogue. Ils estiment que les festivités culturelles sont les meilleurs moyens de se défouler et de s'exprimer sur les enjeux du processus de la transition. Ça fait longtemps que le Tchadien n'a pas cette culture de se retrouver dans une ambiance festive pour pouvoir se défouler, pour refouler ses sentiments et s'exprimer. Mais c'est un début et tout début est difficile. Nous allons continuer encore à faire ce genre d'exercice de sorte que pendant le dialogue, que la culture soit réellement au service du dialogue. À l'issue des activités de la campagne, les différents acteurs ont appelé les partis politiques et les organisations de la société civile à continuer à mutualiser leurs efforts et à faire des propositions pertinentes au dialogue national inclusif afin d'asseoir définitivement des institutions solides pour un Tchad nouveau post-transition.
Non au projet de nouvelle constitution. Les principaux partis politiques tunisiens, dont AFEC Tounes, réaffirment leur opposition au projet voulu par le président de la République Kais Saied. Cette constitution amendée est censée marquer l'avènement d'une nouvelle république, malgré la montée des critiques dénonçant un processus susceptible d'instaurer une autocratie. Écoutez Fadel Abdelkefi, le président du parti AFEC Tounes. Il appelle à voter en faveur du non. La décision a été de voter non avant la proclamation de la constitution tunisienne parce que nous considérons que nous disons non à la performance désastreuse que nous vivons depuis un an au niveau économique, politique et social en Tunisie. La constitution a été promulguée le 30 juin et nous avons mis quelques heures à la vérifier. Nous avons vu ses failles et elle a été réformée le 8 juillet. Mais nous poursuivons notre participation avec non à la nouvelle constitution de Kais Saied et non au système de Kais Saied. On en vient à la feuille de route de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui a depuis début juillet un nouveau président, le chef de l'État bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, qui succède au président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui assumait la présidence de l'organisation depuis septembre 2020. Gros plan sur cette arrivée d'Umaro Sissoko Embalo à la tête de la CEDEAO et les défis qui se posent à l'heure où la sous-région est traversée par une instabilité liée notamment aux transitions politiques en cours. Joël Ballot. Dans un entretien exclusif accordé à Africa 24, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, qui assure la présidence de la CEDEAO, réaffirme son engagement à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique de l'Ouest. Des conditions préalables à la réintégration dans la CEDEAO du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, 3 pays frappés par des coups d'État. On a désigné des médiateurs. En cas de Mali, il y a le président Goodluck Jonathan. Et il y a le président Issoufou qui est très expérimenté, qui a déjà trouvé un accord très important. La libération des rocs, ils ont rendu le passeport. Je pense que les autorités militaires de Burkina Faso, ils ont beaucoup de respect pour les médiateurs. On vient de désigner aussi le président Yahi Boni en Guinée-Conakry. Et ça déjà, c'est très important. Pour mener à bien son mandat, le président Embalo a dressé la feuille de route de la CEDEAO pour les 3 pays dirigés par l'armée et auprès desquels des médiateurs ont été mis à contribution pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Il émet le vœu de voir un rapprochement entre le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, et les autorités de transition des 10 pays. Heureusement, aujourd'hui, on a le président de l'exercice de l'Union africaine, qui est ouest-africaine, le président Macky Sall. S'il pourra quand même aussi effectuer une tournée dans ces 3 pays, ça peut renforcer nos frères. Il faut aussi qu'on les mette en confiance. Et là, moi, quand je serai au Mali, Guinée-Conakry et au Burkina, il y a déjà une feuille de route, il y a une recommandation de la CEDEAO. En tant que plus jeune président de cette instance, à 49 ans, le président Embalo envisage au cours de son mandat de stabiliser la situation de la région ouest-africaine et de renforcer l'intégration au sein de l'espace communautaire. Le 20e congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique se poursuit ce lundi au Sénégal. La rencontre a démarré depuis le 14 juillet à Dakar et refermera ses portes ce jeudi. Près de 1000 participants sont sur place autour d'une thématique, la nécessité du service public et la performance des sociétés d'électricité. On retrouve sur place notre correspondante Philomène Tim. Selon les professionnels, l'Afrique a besoin d'une énergie bon marché et fiable. Ils plaident ainsi pour une politique énergétique africaine qui intègre les questions sur les énergies nouvelles et renouvelables, le nucléaire, l'éolien offshore, l'hydrogène ainsi que toutes les autres questions connexes sur l'utilisation des véhicules électriques et le stockage de l'énergie. À l'occasion de ce plus grand rendez-vous sur l'énergie en Afrique, les enjeux de la réalisation du marché unique de l'électricité africaine ont été également abordés. Ceci passera nécessairement par un réseau électrique africain intégré. Durant 3 jours, les spécialistes mèneront des travaux portant sur le thème central du congrès,
la nécessité du service public et la performance des sociétés africaines d'électricité. Par ailleurs, le directeur général de la Société nationale d'électricité du Sénégal, M. Papa Madjemba Biteye, a été officiellement porté à la tête de l'ASEA. Il est le nouveau président de l'association pour le mandat 2022-2025. L'Afrique face donc au déficit énergétique conséquence. Plus de 600 millions de personnes sont privées d'électricité. Dans certains pays, c'est moins de 10% de la population qui dispose de l'électricité. Une situation qui ralentit la vie quotidienne des Africains, mais aussi des pans entiers de l'économie. Philomentine. Les perspectives énergétiques en Afrique 2021 révèlent qu'environ 600 millions de personnes ne sont pas raccordées au réseau électrique en Afrique. À cet effet, réussir une transition énergétique basée sur le renouvelable est l'une des priorités du continent. Je rappelle que les Africains sont engagés de manière très forte sur le renouvelable. Mais dans un pays, le seul renouvelable ne saurait assurer le développement d'un pays. Donc il faut une énergie de base, et cette énergie de base, comme dans tous les pays du monde, elle ne peut venir que pour le moment, ou du fossile, ou du nucléaire, ou du gaz. Tenu dans un contexte de crise profonde, les assises du sommet IDA 20 pour l'Afrique ont pour but d'examiner les modalités d'utilisation optimale des ressources au titre de la reconstitution des ressources du programme de l'Association internationale de développement. Ainsi, les priorités et l'enveloppe financière d'IDA 20, dotée de 93 milliards de dollars, portent sur les problématiques urgentes du continent, notamment une transition énergétique juste et équitable. À cet effet, le président sénégalais Macky Sall a plaidé auprès de la Banque mondiale pour une bonne prise en compte de la question de l'énergie. Depuis janvier, nous nous battons pour qu'il y ait une transition énergétique juste et équitable, que le gaz soit frappé du label vert. S'agissant donc de l'utilisation de ces ressources, nos urgences et priorités sont assurément nombreuses. Parmi elles, il y a l'exploitation de nos ressources pour une transition énergétique juste et équitable. La déclaration de Dakar, intervenue à l'issue de ce sommet, se veut un appel à l'action pour que le continent puisse, dans l'utilisation et dans des délais rapprochés, absorber les ressources IDA 20. Rappelons qu'un montant d'environ 60 milliards de dollars non encore optimisé a été mobilisé en faveur des pays africains lors des reconstitutions intérieures des ressources de l'IDA. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.